À l'époque, il s'agissait pour moi de tenir une conférence sur la Palestine. Et cette conférence a été interdite après que M. Xavier Bertrand, président de la région, et la députée macroniste du coin aient poussé des cris de putois en disant qu'il fallait absolument interdire ça, que c'était une honte, et même un des deux avait dit, je ne sais plus lequel, qu'il fallait m'interdire partout. Alors, quelques heures après, je suis interdit par le président de l'université. Je tâche de m'en sortir comme je peux pour trouver une autre salle, ailleurs, et je suis à nouveau interdit par le préfet. Alors, n'importe qui serait un petit peu exaspéré, d'accord ? Eh bien, moi aussi. Et je les invite tous à réfléchir sur ce que signifie le fait de regarder ailleurs pendant que se déroule un génocide. Ou de ne pas accepter une parole libre. On peut avoir l'avis qu'on veut sur cette affaire, mais de ne pas accepter une parole contradictoire en faisant comme si mes propos allaient déclencher je ne sais quelle émeute. Voilà comment j'ai été amené à tenir un discours qui, chez moi, est traditionnel sur la banalité du mal, qui est une expression que j'ai reprise à la philosophe Hannah Arendt, où toutes sortes de gens contribuent au mal parce qu'ils regardent ailleurs et ils disent « Ah, moi, j'y peux rien, c'est la loi, je l'applique, etc. etc. » Et c'est un texte qui est très connu, c'est pas la première fois que j'y fais référence. Imaginez-vous que j'ai déjà dit ça, pas n'importe où, à la commémoration de la rafle du Veldiv, et je parlais à ce moment-là comme ministre du gouvernement Jospin. Personne à l'époque n'est venu pousser des cris et dire « mais à qui comparez-vous » etc. Bon, voilà. Alors la leçon de philosophie, à laquelle je suis habilité, puisque je suis titulaire d'une licence de philosophie, c'est une licence d'enseigner à la philosophie. Mes cours sont gratuits et je les fais sur les places publiques, utilisant mon statut particulier de tribun. Voilà, rien de plus, rien de moins. Et la ministre, tout d'un coup, se réveille et décide de porter plainte contre moi pour injure. Je lui réponds immédiatement, madame, j'ai l'intention d'injurier personne. Je ne pense pas que ce président d'université soit un nazi, sinon je l'aurais dit. Je ne serais pas passé par des détours pour le dire. J'ai pas peur d'elle, j'ai peur de personne. Voilà, alors me voilà convoqué 6 mois après, et donc j'ai dû réécrire pour la millième fois cette histoire et vous déranger tous. Pour qu'on en parle. Faire un rapprochement avec M. Eichmann. Merci, madame. Est-ce que c'est pas peut-être si ce n'est maladroit? Alors, non, ce que j'aurais pas dû faire, c'est dire le mot. Mais bon, je suis sur une place publique, je suis en train d'expliquer mon affaire, et dans le déroulement, je cite le nom, qu'est-ce que vous voulez, c'est le titre du bouquin, le procès Eichmann. Et du fait que j'avais prononcé le nom, aussitôt on m'a dit, il l'accuse d'eux, etc. Bon, c'était pas du tout ce que j'avais l'intention de faire. Je n'avais pas l'intention de dire ce type égale Eichmann, c'est absurde. Entre un gars qui interdit une réunion par lâcheté, ça pour moi c'est clair, mais n'a rien à voir avec un nazi qui est un assassin de millions de gens. Et je le sais aussi bien que tout le monde. Et je suis quand même, normalement j'aurais dû être assez prudent pour y faire attention. Mais sur le moment c'est venu comme ça, parce que c'était le titre du bouquin. Et je voulais que les gens qui m'écoutent, parce qu'il y avait beaucoup d'étudiants, essayent d'aller voir et se réfèrent à ça et le lisent, parce que le bouquin de Madame Arendt, pour moi, reste un monument. Mais c'est pas la première fois qu'il y a ce genre d'ambiguïté, que lorsque vous parlez de la banalité du mal, on en conclut, la chaîne de la banalisation, de la banalité du mal, qu'on en déduise que le mal est banal, ou bien que ceux qui disent ça, en quelque sorte, à l'époque, c'était le reproche inverse qu'on faisait à Madame Arendt. On lui disait « Ah, mais vous exemptez M. Eichmann ». Donc, il y a eu un titre dans le journal Le Nouvel Obs à l'époque, c'est pour dire « Est-ce que Mme Arendt est nazie ?» Enfin, vous voyez que dès qu'on arrive sur ces sujets, en effet, peut-être qu'il faut faire preuve de plus de prudence qu'à ce moment-là, j'en ai fait. Mais avouons qu'on était dans un moment d'émotion tel que... Bon, puis il y a l'attention qui compte, enfin... si cet homme s'était senti insulté, il m'aurait téléphoné ou écrit, ou il aurait réagi en me disant « Écoutez, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» Bon, rien de tout ça ne s'est produit, c'est juste une plainte déposée par le ministre et qui aboutit 6 mois après à ce que je me retrouve là. Et c'est pas une petite incrimination, injure publique, ça coûte cher. Pardon ? Donc vous pensez que le dépôt de plainte n'est pas justifié, que c'est quoi, c'est une façon de s'acharner sur vous? À l'époque, c'était une manière de détourner le regard. Parce que du coup, on ne parlait plus du sujet de départ, qui était pourquoi ma conférence avait-elle été interdite, parce que j'en suis toujours là. Pourquoi a-t-on interdit cette conférence?
dans l'université et ensuite dans un local privé, hein, qui avait été réservé au dernier moment pour faire la réunion. Et évidemment que, on parlait plus du sujet, on parlait plus de la Palestine, on parlait plus de tout ce qui avait déjà donné lieu dans la journée à d'autres incidents de toutes sortes. Et on s'est mis à parler de savoir si oui ou non j'étais un exagéré parce que je parlais d'Eichmann. Voilà. Vous avez fait le choix de faire la publicité de cette audition. Est-ce que c'est une opération de communication ou est-ce que vous pensez que vous êtes devenu l'ennemi public numéro 1 Je suis... ça m'intéresse. Je vous ai prévenu. Je m'y suis pris à plusieurs reprises, hein, avant que ça n'intéresse, parce qu'il y a aussi chez vous, comme chez moi, une certaine lassitude des sujets qui reviennent comme des marronniers. On ne se rappelle plus très bien du premier coup, qu'est-ce qui se passait au juste, il faut retourner là-dedans. J'avoue que ce n'est pas palpitant comme sujet. Mais ce qui est intéressant néanmoins, et qui reste intéressant, et là pardonnez aux pédagogues que je resterai toute ma vie, c'est que on est à nouveau dans une situation où les gens regardent ailleurs. Quand il s'agit de la Palestine, il y a un génocide en cours depuis 1 an. Là, c'est le Liban qui est bombardé. Et on regarde ailleurs. Dans le monde entier, on regarde ailleurs parce que tout le monde est mal à l'aise. Et moi, je veux redire que quelle que soit la situation, évidemment là, elle est géopolitique, elle est brûlante, quelle que soit la situation, nous sommes moralement toujours responsables de ce qui se produit. Et nous y sommes, que ça nous plaise ou pas, impliqués. Alors des fois, pas de bol, hein, ça tombe sur nous. Voilà ce que moi je veux à nouveau dire. À propos du Liban, à propos de la Palestine, ne regardez pas ailleurs. Chacun a le droit d'avoir une opinion sur cette situation, mais ne faisons pas comme si le silence et le fait de regarder ailleurs nous émanciperait les uns et les autres de nos responsabilités. Si vous me permettez de terminer par une ultime méchanceté, voilà, le communiqué qui a été retenu, je ne sais pas pourquoi, intervient le jour où moi je dis, et vous savez, il y a une avocate qui a insulté 2 députés en leur disant tic-tac, tic-tac, vos téléphones vont éclater. Et moi je me dis, mais pourquoi c'est à ce moment-là qu'on se met à parler de mon histoire d'Eichmann, alors que je parle d'un cas bien précis qui a lieu à cet endroit-là. Et je me demande quel procureur, car vous savez qu'ils sont agiles, vigilants et toujours prompts à envoyer les uns et les autres s'expliquer sur l'apologie de terrorisme. Hein. L'acte, comme l'a dit le directeur, l'ancien directeur de la CIA, qui consiste à faire exploser des téléphones et des beepers, est un acte terroriste. Eh bien, je m'attendais à ce que peut-être là aussi il y ait des suites judiciaires. Apparemment, il n'y en a pas, en tout cas pour l'instant. Donc je suis fondé à dire 2 poids, 2 mesures, et je le redis, ne regardez pas ailleurs. Il y a une autre plainte posée par un ministre contre Raphaël Arnaud, c'est encore une plainte contre un élu insoumis, qu'est-ce que vous en pensez? En ce moment là, c'est le défilé, hein. Tout le monde y passe, pour un oui, pour un non. Ça crée une ambiance qui est pas bonne, et puis en plus qui est pas bonne pour l'image du pays, parce que ne croyez pas qu'on va rester et qu'on reste la langue dans la poche, hein. On le raconte, on le traduit en plusieurs langues. Dans le monde entier, les gens se disent, mais qu'est-ce qui se passe en France? Vous vous rendez compte maintenant? Un mot par-ci, par-là, bam, directement, la plainte, le machin, la police, Et puis après, vous savez, il y a une façon de formuler les accusations qui, avant même que vous soyez jugé, vous condamne. Moi, c'est injure publique, mais j'ai injurié personne. Dans l'injure, il y a une intention. Hein, ça vous arrive à tous, injurier, je sais pas moi, le bocal d'un pot de confiture qui vous résiste. Bon, donc tout le monde sait ce que c'est injurier, il y a une intention, vous en prenez à quelqu'un. Moi, je m'en prenais à personne. Lui non plus. Il s'en prend à une institution. Enfin, il y a bien des gens qui sont morts l'autre nuit en Calédonie, Kanaki. Par conséquent, c'est quand même le droit et le devoir d'un élu de dire dans quoi on est reparti. Nous, les Français, on a quand même un peu d'expérience des abus de pouvoir pendant les périodes de rapports coloniaux. Enfin, c'est le minimum. Si un député non plus ne peut pas donner un avis sur ce qui se passe dans un territoire comme celui-là où tout le monde est à bout de nerfs, hein, tout le monde est à bout de nerfs, eh bien alors, est-ce qu'on peut encore dire c'est vraiment un endroit, la France, où la parole est libre? Ben non, il ne l'est plus. Non, il ne l'est plus. Nous sommes à tout moment, nous devrions avoir un code pénal dans les mains pour vérifier si tel truc peut être interprété de telle ou telle manière. Parce que tout à l'heure, vous m'avez posé la question. Moi, au moment où je dis ça, j'ai pas du tout l'impression de m'injurier. Donc le lendemain, je tombe de l'arbre, comme j'apprends que injure publique, et je sais pas quoi. Il y a un problème. Et puis il y en a, là, on vous cite que les cas de nos camarades insoumis, mais il y a des tas de gens, tous les jours.
qui sont mis en examen pour ceci ou pour cela. Puis alors, la diffamation, vous savez tous, puisque c'est votre métier, comment ça se passe. On vous accuse de diffamation, quick, vous êtes mis en examen, séance tenante. C'est de droit. C'est pas, ça ne veut pas être... En attendant, les gens qui entendent ça de loin, ils disent « Ah bah c'est pas bien, on a mal parlé. » Voilà. Vous pensez être victime d'une chasse aux sorcières injustifiée? Je vais peser mes mots maintenant. Donc chasse aux sorcières, attention à ce que vous dites, si je vous disais oui, je pourrais être mis en examen pour insulte sexiste, parce que, bon, sorcière, en quoi est-ce... Voilà, bon, bref. Non, la parole n'est plus libre. C'est moi qui vous dis ça. La parole n'est plus libre. Je dois faire attention à chaque mot, parce que dans la polémique, tout peut être judiciarisé. Mais il y a un côté un peu minable à cette situation. C'est les États-Unis d'il y a 10 ans. Alors, en France, c'est toujours 10 ans après. Bon, ça passera, c'est une mode bien encombrante pour nous parce qu'elle coûte des sous. Vous vouliez me demander autre chose? Un mot sur Sonia Chikirou. Comment vous dites? Pardon, j'ai eu un... Un quoi? Sophia. Mettez-vous d'accord. Sur qui voulez-vous m'interroger? Je ne connais pas de Sonia. Sophia Chikirou, mise en examen aujourd'hui. Quoi? Sa mise en examen. Ah bah je Ça fait partie l'assure de cette judiciarisation que vous dénoncez? Oui, non, je dénonce rien, tout est normal. Nous vivons en Macronie, mesdames, messieurs. Par conséquent, c'est une situation normale. Alors, sa mise en examen, qu'est-ce que j'ai à en dire? Je l'assure de ma totale solidarité, évidemment, de tous les insoumis. Il y a un communiqué qui vient de paraître. Je vais, en pesant mes mots, dire qu'un peu de travail en matière de justice n'est pas interdit. Et si au bout de 6 ans de ce feuilleton ininterrompu, il n'y a pas une feuille de papier nouvelle dans les accusations, peut-être que la justice pourrait lire les arguments qui sont donnés à décharge. Nous avons répondu, et c'est ce qui me permet de dire, avec la tranquillité de quelqu'un qui émet un avis. Attention, ce n'est qu'un avis. Pas une seule de ces accusations n'a le moindre fondement concret. Nous en avons donné 10 fois la démonstration. Et je vous plains, vous les journalistes, d'être obligés de revenir sans arrêt sur les vieilles gamelles de cette nature. Alors, pendant qu'on y est, si les juges cherchent vraiment des comptes de campagne qui posent problème, une semaine après l'émission du service public, ils pourraient se tourner vers la société McKinsey, qui a aidé, semble-t-il, puissamment, d'après des accusations de journalistes, pas de moi, la campagne de M. Macron sans que ça apparaisse dans les comptes de campagne. Vraiment, moi, ce que je déplore, c'est l'ambiance pourrie que ça crée dans ce pays. Chacun doit faire attention à ses mots, vous êtes convoqués. Ensuite, il y a un système de diffamation judiciaire. Attention, je n'en accuse pas l'institution, mais qui consiste à accuser les gens de toutes sortes de choses. Alors, vous n'êtes pas jugé, mais déjà par la réputation, vous êtes atteint. Dans le cas de Sophia Chikirou, il s'y ajoute évidemment à chaque fois quelque chose dont personne ici n'est responsable, mais c'est sur les réseaux sociaux des flots d'insultes sexistes et racistes, puisque c'est maintenant quelque chose qui est très dominant. Voilà, moi je déplore tout ça. Vraiment, vous voyez, alors peut-être que j'ai épuisé ma capacité d'énervement, vu que ça fait 6 ans que ça dure, mais il y en a marre, quoi. Il y en a marre. On pourrait passer à autre chose. Et de toute façon, c'est peine perdue. Nous n'avons pas peur. Nous ne sommes pas intimidés. Bien sûr, ça nous bouffe, je ne vais pas vous dire le contraire. Personne n'est joyeux d'une procédure judiciaire, et les femmes moins encore que les hommes, puisque ça donne lieu ensuite à toutes sortes d'insultes qui leur sont réservées. Alors comment ça s'est passé? Ah bah c'était bien. On a parlé de philo. Et Vous connaissez Hannah Arendt? parce que la... Oui, et voilà, je suis tombé sur un officier de police judiciaire, historien et philosophe. Donc pour un peu, j'y passais la journée. Bon, voilà. Tout ça est ridicule, mais qu'est-ce que vous voulez? Ça donne quelques occasions dans la vie de faire des choses pas banales, discuter de philo et d'histoire dans une préfecture de police. Il y aura des suites ou... Je ne sais rien, j'ai répondu aux questions qu'on m'a posées. Qui tourne autour de l'intention ou non d'un jury, et après le reste, c'est les commentaires qu'on fait. Mais bon, on n'a pas besoin de ça, quoi. C'est bon, quoi. La vie politique n'a pas besoin d'être encombrée d'abus de pouvoir politique de cette nature qui contraignent tout le monde à des rôles que n'assument pas ceux qui en sont responsables. Bon, moi, voilà, je dois venir là, vous êtes journaliste, vous venez me poser des questions, l'autre, il m'écoute pendant une plombe et demie parler de la banalisation du mal, est-ce que la banalisation du mal, c'est la banalité du mal? Bon, voilà, d'accord, tout ça pourquoi?
Parce que une ministre de M. Macron s'est crue intelligente de porter plainte pour faire du zèle et montrer qu'elle défendait un président d'université qui n'était menacé par rien ni personne. Et je pense que, vous voyez, on a un devoir de résistance morale parce qu'on pourrait finir tous par ne plus rien dire et finalement douter de notre liberté. Et à partir de là, tous les abus sont possibles. Il faut des fois qu'il y ait des paroles fortes, il faut qu'il y ait de la polémique. Si on tombe dessus judiciairement à chaque fois, c'est fini. On ne vivrait plus dans le même monde. Et on peut dire qu'à ce moment-là, c'est plus tout à fait une démocratie. C'est déjà quelque chose qui glisse vers les méthodes des régimes autoritaires. J'en ai connu quand même quelques-uns dans le monde pour savoir comment ça se passe au quotidien. Et le quotidien, c'est fait ça, du silence de ceux qui ont peur. Voilà, je suis désolé de vous avoir retenu au froid toute l'après-midi. Monsieur Mélenchon, puisque vous êtes là, il y en a un qui se peut pas parler depuis hier, c'est le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Oui, comment vous jugez ces dernières déclarations, limiter au maximum l'immigration et les réponses de Didier Migaud, qui lui dit que la justice est indépendante. Comment vous jugez les premières prestations de ce gouvernement? Ça va être sportif. De toute façon, ce gouvernement n'a aucun futur, aucun avenir. Il n'a aucune cohérence idéologique et son plan de marche est inconnu. Alors on a nommé toutes sortes de gens qui viennent s'épancher à la télévision pour dire ce qu'ils pensent de ceci et de cela. Les premières paroles qu'ils prononcent, c'est pour dire des bêtises. Le Premier ministre qui parle de la France d'en bas, Retailleau qui se place à s'en prendre, à entrer sur des sujets qui, par tradition démocratique, si cette expression a encore un sens, un ministre de l'Intérieur ne doit jamais mettre les pieds sur le terrain de celui de la justice. C'est comme ça que ça se passe. Je rassure, toutes les démocraties du monde. C'est pas un propos d'extrême gauche que je suis en train de vous tenir. Bon, alors la première fois, il ouvre la bouche, il en rajoute, il joue des épaules et des biscottos. Je pense qu'ils ne vont pas être à la hauteur de la situation parce qu'ils ne la comprennent pas. Ils ne comprennent pas l'état d'exaspération du pays, ils ne comprennent pas la tâche qu'ils ont accepté de prendre. Ils sont tous là pour une chose, mettre un budget en équilibre conformément à ce que leur demande le FMI et la Commission européenne. C'est un défi insoluble par eux. Voilà, moi je déplore cette ambiance. C'est pas bon de parler comme ça. Le principal problème des Français aujourd'hui, c'est pas l'immigration. Le principal problème, c'est comment je vais faire demain pour payer le plein de la voiture, remplir le frigo. Les gens sont déjà à des soucis de survie dans la vie quotidienne. Quand on dit qu'il y a 8 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim, est-ce que tout le monde se rend compte de quoi on parle? Voilà les soucis des gens. Alors bien sûr, il y a plein de problèmes, on les connaît tous, mais commençons d'abord par traiter de ça. Pourquoi on fait d'abord arriver le premier flic de France qui vient montrer ses gros biscottos? En l'occurrence, il doit faire des efforts. Monsieur Mélenchon, est-ce que vous vous préparez à cette crise politique à une présidentielle anticipée? C'est quelque chose qu'on voit. Est-ce que vous vous y préparez? Moi, personnellement, je me prépare à tous les événements politiques. Et je suis prêt à les affronter tous. Là, oui, votre question est pleine d'une logique qui me semble évidente. Aujourd'hui, en France, un homme est sur un siège éjectable. Je ne parle pas de ce malheureux Premier ministre et son équipe de passants, mais je vous parle du président de la République qui s'est mis lui-même sur un siège éjectable. C'est lui qui a dissous, c'est lui qui a provoqué le résultat qu'on a sous les yeux, c'est lui qui a mis en place un gouvernement qui ne tiendra pas. Par conséquent, si le gouvernement ne tient pas, comment peut-on faire dans ce pays si c'est encore une démocratie, mais pour trancher de la seule façon qu'on connaisse tous, à moins que quelqu'un ait inventé une autre technique dont moi je suis très preneur, mais pour l'instant il ne reste que les élections. Et pourquoi pas? Donc c'est lui qui doit s'en aller à la fin.